Kingston s'est figé quand le compte à rebours de 48 heures a commencé. Mais avant même que les micros se taisent, les marchés, les campus et les taxis partageaient tous la même phrase. La vérité a traversé l'océan, et les puissants ont tremblé. Pourquoi les mots d'Ibrahim Traoré résonnent-ils encore dans les rues de la Jamaïque ? Parce qu'ils ont touché la peur la plus intime, celle d'un peuple qui ouvre enfin les yeux. L'histoire que Ibrahim Traoré a lancée à Kingston dépasse les frontières diplomatiques. Il n'a pas seulement dénoncé la corruption, il a promis au peuple des deux côtés de l'Atlantique qu'un mot prononcé avec courage pouvait réveiller des générations entières. Son message portait une promesse simple. Si la Jamaïque ose regarder sa vérité, l'Afrique se tiendra à ses côtés. Mais cette promesse a un prix. Déranger les puissants, risquer les alliances, exposer la fracture entre la parole et l'acte. Chaque spectateur a compris que ce moment n'était pas un incident, mais une épreuve. Les dirigeants ont senti la pression du regard public. Les citoyens, eux, ont perçu un souffle d'espoir longtemps étouffé. Dans ce dialogue brutal entre la sincérité et la politique, les mots deviennent des armes. Ils ne tuent pas, mais ils dévoilent. Et quand la vérité se répand plus vite que les communiqués officiels, il n'y a plus de retour possible. C'est là que commence le vrai test, celui d'un pays prêt à se regarder sans maquillage. La révélation a surgi dès les premières minutes du discours. Plus de 100 milliards de dollars jamaïcains disparaissent chaque année dans les arcanes de la corruption pendant que les hôpitaux manquent de médicaments et que les écoles croulent sous les fuites d'eau. Ce contraste brutal a figé la salle. L'auditoire, plus d'1 millier de personnes, a compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple échange protocolaire, mais d'une confession collective. Ibrahim Traoré n'a pas brandi de statistiques donc pour choquer. Il a décrit des visages, des mères sans soins, des jeunes diplômés au volant de taxi, des professeurs sans banc pour leurs élèves. Ces images, il les a tissées comme un miroir tendu à un peuple frère. L'Afrique et la Caraïbe partagent les mêmes cicatrices, mais aussi la même force. Dans la salle, quelques députés se sont levés et sont sortis. D'autres baissaient les yeux. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur clavier, conscients d'assister à un instant que l'histoire retiendrait. En coulisses, la tension montait déjà. L'équipe diplomatique jamaïcaine échangeait des regards inquiets. Les conseillers du Premier ministre craignaient une onde de choc médiatique impossible à contrôler. Pourtant, dehors sur les trottoirs, la foule grandissait. Les enregistrements du discours circulaient à la vitesse de la lumière sur les téléphones portables. À Coronation Market, à Montego Bay, jusqu'aux collines de Sainte-Anne. Une phrase revenait sans cesse. Il a dit ce que tout le monde pense, mais que personne n'ose dire. Ainsi commençait une contagion de vérité. Ce n'était plus une visite d'État, c'était un tremblement civique. Les mots d'un homme venu du Sahel avaient réveillé la mémoire d'un archipel. La question désormais n'était plus de savoir s'il s'excuserait, mais si la Jamaïque pouvait encore faire semblant de ne pas avoir entendu. Au cœur de cette onde, un visage émergeait, celui d'Ibrahim Traoré, calme, droit, presque impassible. Son rôle n'était plus celui d'un chef d'État étranger, mais d'un miroir vivant où chaque Jamaïcain pouvait lire sa propre colère. Dès le lendemain, les premiers échos de son discours prenaient corps dans la rue. À l'Université des Indes occidentales, des étudiants improvisaient un cercle de parole. À Coronation Market, des vendeuses fredonnaient « Truth got no clock ». Le slogan devenait refrain puis manifeste, les premiers signaux d'impact étaient clairs. Les chaînes de télévision débattaient sans relâche. Des ministres se défendaient maladroitement, tandis que les chroniqueurs parlaient de vagues populaires sans précédent depuis les années 1970. Les jeunes disaient « Il a parlé pour nous ». Les anciens répondaient « Nous avons déjà vu ces promesses, mais jamais avec un tel feu ». Ce mélange de scepticisme et d'enthousiasme faisait vibrer la société jamaïcaine. Ce n'était plus une réaction politique, c'était une introspection nationale. Ibrahim Traoré devenait catalyseur, symbole de la parole crue face à la complaisance. Il avait allumé une mèche dans un pays saturé de silence. La question n'était plus de savoir si son message avait franchi les frontières, mais s'il avait réveillé une génération prête à reconstruire ses fondations. Tout a commencé avec un micro et une phrase. En quelques heures, le discours d'Ibrahim Traoré s'est répandu comme une traînée de poudre. Le soir même, des extraits circulaient sur WhatsApp.
Des chauffeurs de taxi diffusaient la bande sonore, des vendeuses de marché traduisaient ces mots en patois, des étudiants lançaient des hashtags. Wow, truth no clock, sans Traoré passe désolé, l'énergie collective montait. 12 heures plus 10 heures plus tard, le parlement jamaïcain s'enflammait. Le premier ministre Andrew Holness exigeait une rétractation publique sous 48 heures. Aucun dirigeant étranger n'insulte notre souveraineté. L'ultimatum devenait titre principal des journaux du matin. Pourtant, à mesure que les débats s'envenimaient à la télévision, la rue s'éveillait. Les manifestants portaient des pancartes « Truth is not an insult ». À la 24e heure, 100 personnes se rassemblaient à Emancipation Park. À la 36e, elles étaient déjà 1000, de Kingston à Spanish Town. Sous la pluie, les chants de Bob Marley couvraient les sirènes de police. À l'université, des forums s'improvisaient. Les professeurs analysaient les mots de Traoré comme un texte fondateur. La vérité face à l'État. L'effet domino gagna les médias internationaux. CNN parla de clash Afrique-Caraïbes, la BBC titra « La bombe de vérité d'Ibrahim Traoré secoue la Jamaïque ». Sur Twitter, son nom dépassait les 2 millions de mentions. Pendant ce temps, à Ouagadougou, des milliers de jeunes dansaient, criant « Un seul combat ». L'Afrique célébrait celui qu'on surnommait déjà le Capitaine Franc. Quand l'horloge marqua la 48e heure, le suspense était total. Le Premier ministre parlait à la nation, raide, le visage fermé, les Jamaïcains retenaient leur souffle. Et soudain, depuis Ouagadougou, apparut Traoré, uniforme sobre, drapeau du Burkina Faso en arrière-plan. Il prononça lentement « Votre ultimatum prend fin, mais ma parole commence ». Silence. Puis, tonnerre d'applaudissements. Cette nuit-là, 50 000 personnes envahirent Nantes les rues, pacifiques, brandissant des torches. L'ultimatum venait de mourir, un mouvement venait de naître. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, et Ibrahim Traoré les avait disposés comme des preuves judiciaires. L'année précédente, plus de 100 milliards de dollars jamaïcains avaient disparu des comptes publics, l'équivalent de 7% du PIB national. Sur cette somme, 800 millions destinés aux hôpitaux avaient été versés à des entreprises fantômes. Chaque chiffre ouvrait une plaie. Derrière la statistique, un visage, un patient sans soins, un élève sans cahier. Cette mise en parallèle révélait un contraste implacable. Avant, les budgets semblaient équilibrés, après les infrastructures s'écroulaient, avant les dirigeants parlaient de stabilité, après les rues demandaient des comptes. Le contraste, plus que les mots, devint la force du récit. Les citoyens jamaïcains découvraient que la transparence ne s'impose pas. Elle s'arrache. Les économistes, invités sur les plateaux, tentaient de relativiser, les dérives sont anciennes. Mais les chiffres contredisaient la prudence. La fuite des capitaux avait doublé en 5 ans. Des enseignants rappelaient que la moitié des écoles rurales n'avaient reçu aucune rénovation depuis une décennie. Les infirmières témoignaient en direct « Nous manquons de gants, pas de courage ». Ces données, devenues chair et voix, redessinaient la carte morale du pays. À Ouagadougou, la presse africaine soulignait le parallèle. Au Burkina Faso, la lutte anticorruption avait commencé par un même dévoilement des chiffres, avant la réforme des budgets militaires. Et dans ce miroir de données, la Jamaïque reconnaissait sa propre image. Le langage de la vérité ne demande pas d'armes, il additionne, soustrait, compare. Chaque écart devient un verdict. Et lorsque les peuples comprennent la mécanique du vol, les excuses n'ont plus cours. 2 camps se dessinaient, chacun brandissant sa vérité. D'un côté, les partisans du gouvernement affirmaient qu'Ibrahim Traoré avait bafoué la souveraineté nationale. On ne vient pas sur notre sol pour donner des leçons. De l'autre, une majorité silencieuse répondait « Ce n'est pas une insulte, c'est un miroir ». Entre les deux, la société jamaïcaine oscillait, tiraillée entre l'orgueil et la lucidité. Les défenseurs de l'ordre établissaient un argument solide. La stabilité diplomatique est fragile, chaque mot d'un dirigeant étranger peut coûter des alliances. Ils invoquaient l'économie, les partenariats, la réputation internationale. Mais les faits, eux, pesaient lourd, les pertes budgétaires, les contrats truqués, les écoles délabrées. Les citoyens, plus instruits que jamais, lisaient les rapports d'audit en ligne et demandaient « Où est l'argent ?» C'est ici qu'intervint la réplique d'Ibrahim Traoré.
simple, désarmante. Je n'ai pas insulté la Jamaïque, j'ai insulté les voleurs. Cette phrase brisa le débat comme un couperet. Elle transformait l'affront diplomatique en acte moral, la controverse en introspection nationale. Même certains opposants politiques durent admettre que la ligne était fine entre provocation et vérité. Dans les talk-shows, les mots intégrité et transparence revinrent plus souvent qu'en 10 ans de campagnes électorales. Le pays comprit qu'il ne s'agissait plus d'un duel entre deux hommes, mais d'un test entre deux vertus, la fierté et la responsabilité. Et au milieu de cette tempête, une idée s'imposait peu à peu. La souveraineté sans probité n'est qu'un drapeau sans mât. Un pays se regarde enfin, c'est par cette phrase qu'un journaliste de Kingston résuma le tournant du mouvement. À mi-parcours du tumulte, le débat avait cessé d'être politique pour devenir existentiel. Les Jamaïcains, épuisés par les scandales, commençaient à comprendre que la véritable révolution ne venait pas de l'étranger, mais d'eux-mêmes. Sur les murs de Spanish Town, des graffitis fleurissaient « Truth got no passport ». Les églises prêchèrent la justice, les musiciens composaient des refrains d'espoir. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, n'avait plus besoin de parler. Ses mots vivaient à travers les voix d'un peuple. C'est là que tout changea. Ce moment discret mais décisif fit passer la colère à la conscience. Ce n'était plus un cri contre un homme, mais un appel collectif à la responsabilité. Et dans ce basculement silencieux, la Jamaïque entra dans l'histoire par la grande porte, celle des nations qui osent se réinventer. Les jours qui suivirent le discours d'Ibrahim Traoré transformèrent la Jamaïque en un laboratoire social à ciel ouvert. Au cœur des institutions, le choc fut immédiat. Le Parlement convoqua une session d'urgence pour débattre d'un projet de loi anticorruption. Les médias nationaux, longtemps prudents, ouvrirent leurs antennes aux citoyens. Des commissions d'audit furent relancées et pour la première fois depuis une décennie, les chiffres budgétaires furent rendus publics. Dans les rues, l'expression « Truth is National Service » devint un mantra civique. Dans le monde des affaires, les grandes sociétés, souvent complices par leur silence, durent réagir. Les banques locales publièrent des déclarations de conformité. Les firmes d'importation durent nous prouver l'origine de leur marché public. Certaines multinationales suspendirent même leurs contrats, craignant d'être associées à un scandale. Le monde des affaires découvrit qu'une réputation se bâtit plus difficilement qu'un profit. À Londres, Toronto et New York, les Jamaïcains de l'étranger prirent le relais. Des collectes furent lancées pour soutenir les manifestants pacifiques. Les radios communautaires lisaient en boucle les citations de Traoré. « Je ne vous ai pas critiqué, je vous ai réveillé ». L'écho outre-mer donna au mouvement une portée mondiale, transformant une crise locale en symbole universel. Dans les Caraïbes, les voisins observaient. Barbade, Trinidad, Sainte-Lucie débattaient à la télévision. La vérité peut-elle venir d'ailleurs ? Certains gouvernements prirent leur distance, d'autres soutinrent discrètement les Jamaïcains. Mais une chose était certaine, le mot Traoré devenait synonyme de courage civil. À mesure que les manifestations restaient pacifiques, le ton changea. Les autorités durent reconnaître la légitimité du mouvement. La peur cédait la place à la discussion, la colère à la réforme. Et dans cette mue, la Jamaïque se découvrit une nouvelle identité, celle d'un peuple capable d'affronter sa vérité sans violence. Face à cet élan, 3 trajectoires se dessinent pour l'avenir de la Jamaïque. Tout d'abord, le gouvernement pourrait choisir la voie du dialogue, création d'une commission indépendante, audit public trimestriel, budget des hôpitaux révisés. Le mouvement populaire se transformerait en coalition citoyenne. Non violente, structurée, les manifestations s'espaceraient, mais la vigilance demeurerait. Ce scénario, réaliste, suppose une cohabitation tendue entre rue et pouvoir, sans rupture brutale. Ensuite, dans un élan plus ambitieux, les institutions pourraient céder sous la pression morale et adopter une loi anticorruption audacieuse. Des jeunes élus, issus du mouvement, entreraient au Parlement. Les alliances avec l'Afrique se renforceraient. Le Burkina Faso enverrait des experts agricoles et énergétiques. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré deviendrait une figure tutélaire d'un panafricanisme démocratique. La Jamaïque se réinventerait à la fois modèle régional et symbole de transparence. Enfin, dans une perspective plus sombre, l'exécutif pourrait durcir le ton
sous prétexte de sécurité nationale. Surveillance, arrestation, censure. Le mouvement se radicaliserait, la confiance populaire s'effriterait, les partenaires économiques suspendraient leur aide, le tourisme déclinerait. Ce scénario, minoritaire mais possible, rappellerait que la vérité dérange toujours ceux qu'elle démasque. Entre ces trois routes, une idée persiste. La souveraineté n'a de sens que si elle protège les citoyens avant les privilèges. Et dans cette équation fragile, la Jamaïque tient désormais entre ses mains la chance d'écrire un futur que même un ultimatum ne pourra effacer. Au-delà des institutions, la parole d'Ibrahim Traoré a trouvé sa vraie résonance dans la vie ordinaire. Dans les hôpitaux, les infirmières disaient « Nous manquons de gants, pas de courage ». Dans les écoles, les enseignants affichèrent des panneaux « Les enfants méritent des bancs, pas des excuses ». Et dans les taxis de Montego Bay, la radio répétait sans cesse la même phrase « Truth does not expire ». Les jeunes furent les premiers à se reconnaître dans son discours. Non pas par admiration politique, mais parce qu'il validait ce qu'ils ressentaient depuis longtemps, l'envie d'appartenir à une nation juste. Ils créèrent des applications pour coordonner les marches, filmer les abus, documenter les réformes. Les femmes prirent à la tête des cortèges, transformant la colère en discipline civique. Des mères de famille marchaient avec leurs enfants, déclarant « La vérité est notre héritage ». Cette féminisation du mouvement en fit sa colonne vertébrale morale. Les croyants et les artistes, eux, apportaient patience et créativité. Les prêtres prêchaient de la justice. Les musiciens gravaient la révolte sur vinyle. Chaque couplet de reggae devenait une archive vivante du changement. Ainsi, la société jamaïcaine, dans sa diversité, s'appropria le message venu d'Afrique. Et c'est peut-être là le plus grand triomphe d'Ibrahim Traoré, avoir rendu la vérité contagieuse mais pacifique. Le soulèvement pacifique laissa place à une exigence concrète, transformer l'élan moral en réforme durable. Ibrahim Traoré, observateur attentif depuis Ouagadougou, proposa une méthode claire, non pas une révolution, mais une reconstruction. D'abord, clarifier les comptes. Chaque ministère doit publier en ligne ses dépenses réelles, vérifiées par des auditeurs indépendants. La transparence devient le premier vaccin contre la corruption. Ensuite, former les gardiens, créer une école civique où fonctionnaires, étudiants et journalistes apprennent les principes de gouvernance éthique, le savoir comme rempart à la complaisance. Puis, relancer l'économie locale, encourager les coopératives agricoles, les start-up vertes et les projets communautaires financés par la diaspora, le développement comme antidote au désespoir. Enfin, connecter les peuples. Le Burkina Faso envoie des experts en énergie solaire et en agriculture durable. La coopération Sud-Sud devient un modèle d'émancipation mutuelle. Et pour mesurer le progrès, tous les 6 mois, un rapport citoyen évalue les avancées. Hôpitaux rénovés, écoles équipées, budgets respectés. Les chiffres, une fois encore, deviennent langage de vérité. Ainsi se dessine une Jamaïque lucide et confiante, où la promesse de justice ne dépend plus d'un homme, mais d'une méthode. Et c'est là, disait Ibrahim Traoré, que commence la vraie indépendance, quand le peuple se gouverne lui-même avec la lumière des faits. Sous les pluies tièdes de Kingston, la foule se souvenait du premier soir, celui où un homme, venu du Sahel, avait osé nommer l'injustice sans détour. Dans cette mémoire collective, Ibrahim Traoré n'était plus seulement un président, il était devenu une métaphore du courage tranquille. Son image réapparaissait sur les fresques murales, ses phrases sur les pancartes, ses silences dans les prières. Le vendeur de journaux, la mère épuisée, le musicien de rue, tous portaient désormais une part de son message. Leur lutte n'était plus une imitation, mais une continuation. Et c'est là que se trouvait la plus grande victoire. La vérité avait changé de bouche. Elle parlait maintenant avec l'accent jamaïcain. Dans les rues, encore mouillées, un vieil homme déclara doucement « Ce qu'il a dit, nous l'attendions depuis 40 ans ». Cette phrase simple et nue ferma la boucle. La vérité n'avait pas triomphé par la force, mais par la constance. Et tandis que le soleil se levait sur les collines de St. Andrew, le monde découvrait que la dignité peut aussi se dire en reggae. L'histoire ne s'achève pas avec un discours, mais avec ce qu'un peuple en fait. Ibrahim Traoré l'a rappelé, « Je n'ai pas offert une révolte, j'ai allumé une lampe ». Aujourd'hui, cette lumière appartient aux Jamaïcains, aux Africains, à tous ceux qui refusent de s'habituer aux mensonges.
Dans chaque quartier, un chant demeure. No sorry, yes justice. Il ne parle pas d'un héros, mais d'une communauté qui choisit la dignité plutôt que la peur. Ce n'est pas une révolution de colère, c'est une éducation du regard. Et si cette vérité franchit les mers, c'est parce qu'elle ne dépend plus d'un micro, mais d'un cœur collectif. Alors, à vous qui écoutez encore cette histoire, la question reste ouverte. Qu'êtes-vous prêt à construire maintenant que les mots ont cessé d'avoir peur ? La réponse, peut-être, se trouve dans le silence après la chanson, là où la Jamaïque et le Burkina Faso respirent ensemble et où la vérité, enfin, apprend à durer.